Bonjour, vous écoutez l'équipe du mondial, le podcast de l'équipe sur les coulisses des Bleus. Irrésistible équipe de France, irrésistible Kylian Mbappé. Les Bleus ont battu le Maroc 2-0, ils sont qualifiés pour les demi-finales. Et comme souvent, c'est le capitaine français qui a débloqué le match. Un but magnifique, une passe décisive pour Ousmane Dembélé. Mbappé a remis son équipe à l'endroit après avoir manqué un penalty face à des Marocains décevants, pas du tout entreprenants, mais qui ont réussi à faire douter un petit peu les Bleus. On va revenir sur la rencontre, marquée aussi par la belle prestation de Manu Koné et par les bonnes entrées de Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta et Warren Zaïre-Emery. C'était encore une belle soirée et on en parle tout de suite avec nos envoyés spéciaux. Ils sont encore au stade, Anthony Clément, Vincent Duluc et Loïc Tanzi. Salut messieurs. Salut Marie. Salut tout le monde. Salut à tous. Vous voulez tout savoir sur les Bleus, vous êtes au bon endroit. L'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde pour la 3e fois d'affilée. Une performance rare, seulement réalisée par le Brésil et l'Allemagne. Mission accomplie pour les hommes de Didier Deschamps, guidés encore une fois par leur capitaine et buteur. Kylian Mbappé a montré la voie en ouvrant le score d'une superbe frappe enroulée à l'heure de jeu. Vincent, il a manqué de réussite en première période, mais comme toujours, il a débloqué le match grâce à un éclair de génie. Oui, en fait, on avait l'impression que son penalty manqué était un mauvais présage. Un peu l'annonce d'une après-midi qui se passerait pas aussi facilement que les matchs précédents. Et puis, c'est quand même lui qui a fini par débloquer l'affaire avec un but quand même assez magnifique. Vraiment un enroulé dans un trou de souris, il n'y avait pas de place. Et c'est quand même un but qui change tout. Depuis le début de la Coupe du Monde, avoir un Kylian Mbappé qui fait des différences comme ça, avec les autres attaquants évidemment qui sont au même niveau, ça change la vie d'une équipe. Et avec ce 8e but depuis le début de la compétition, il revient à hauteur de Lionel Messi. La course continue entre les deux joueurs, Loïc. Oui, c'est une course palpitante, c'est une course qu'on adore voir, puisque vraiment on a deux joueurs. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont au top de leur forme, parce qu'ils ont tellement fait déjà dans leur carrière, surtout Messi, mais c'est superbe de voir ça. Il ne faut pas oublier quand même Haaland et Kane qui sont aussi là pour le titre de meilleur buteur de cette édition. Et on a vraiment un mondial des buteurs magnifique à voir. Et chacun se répond à chaque match avec des buts aussi beaux les uns que les autres, parce que le but d'Mbappé est magnifique, même si la récupération de Rabiot, la passe de Doué, tout est magnifique dans cette action, mais la finition, elle est sublime pour un joueur qui jusque-là ne réussissait pas grand-chose. Finalement, arriver à garder cette concentration-là et se dire que la prochaine va rentrer, c'est le signe des très très grands. Si certains ont douté, je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut plus douter qu'Mbappé fait partie de la classe des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France et certainement des meilleurs joueurs de l'histoire aujourd'hui du football mondial. Oui, c'est ce que je voulais dire. Justement, il est resté dans le match après son échec sur penalty, qui était d'ailleurs son premier en bleu depuis mars 2021. Et c'est vrai que ça dit beaucoup aussi de la trempe de ce joueur, Anthony. Oui, justement, c'est souvent ce que disent ses coéquipiers, d'ailleurs, et même Didier Deschamps, c'est un joueur qui ne doute jamais. Ça s'est vu lors de la première mi-temps contre le Sénégal aussi, qui n'avait pas été facile, et finalement, il avait réussi à tout déclencher, alors même que sa préparation avait aussi été laborieuse. C'est un joueur qui se pose pas de questions, qui est sûr de lui, et quand on voit ce penalty raté qui s'accompagne d'un but décisif, on pense forcément à Lionel Messi, qui a connu le même chemin lors du dernier match contre l'Autriche, un penalty d'abord raté en le tirant pas très bien, ce qu'a fait Mbappé, qui a d'ailleurs confirmé en zone mixte qu'il s'y était pas très bien pris, qu'il avait été un peu perturbé par le déroulement de l'action avec ces 3 minutes d'attente pour checker s'il y avait bien faute. Et malgré cet écart, il retrouve tout de suite, ou en tout cas dans la demi-heure, ses fondamentaux pour marquer un but sublime et remettre son équipe dans le sens de la qualification. Donc c'est vraiment ça qui marque, c'est non seulement la capacité à dégainer des gestes fabuleux, mais aussi cette force pour laisser les soucis derrière lui et laisser les doutes aux adversaires. Et quelle a été la teneur de son discours justement en zone mixte après le match ? Il est venu en tant que comme du match, ça devient un peu une routine, parce que l'homme du match doit venir en zone mixte, donc lui, c'est un peu son habitude du tournoi, et il n'a pas hésité à mettre des choses en perspective, parce que forcément, il avait un peu que des questions très enthousiastes, on lui demandait si c'était pas la meilleure équipe d'équipe de France qu'il ait joué, avec laquelle il ait joué. Lui, il a tout de suite dit que il est champion du monde en 2018, il est vice-champion du monde en 2022 et que cette équipe-là n'a pas encore atteint ce stade. Donc c'était aussi une manière de dire que même si l'élan est très fort, le plus dur reste à faire. Mais il a quand même aussi dit dans la foulée que cette équipe-là avait le plus gros potentiel qu'il ait connu. Donc ça dit un peu de tout ce qu'il est possible de faire avec elle, sachant qu'il a déjà été champion du monde.
C'est un discours en plus qui tient en interne à ses coéquipiers, hein. C'est-à-dire qu'il essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enflammade dans cette équipe-là et que chacun reste concentré sur l'objectif ultime qui est de dire on veut être présent le 19 juillet à New York pour jouer cette finale de Coupe du Monde. Donc il veut vraiment en attendant que tout le monde soit sûr qu'à chaque match, surtout que là il y a probablement l'Espagne qui va arriver si l'Espagne bat la Belgique, ce qui paraît aujourd'hui paraît plus fort quand même. Il y a l'Espagne qui va arriver, qui est l'autre grande favorite de la compétition. Donc, même si on peut dire aujourd'hui que c'est une super équipe de France, si l'équipe de France perd en demi contre la finale, on pourra toujours dire au final que l'adversité n'aura pas été comparable à ce qu'a vécu l'équipe de France en 2018 et en 2022. Vincent, toi, ton avis sur le potentiel de cette équipe qui se trouve désormais à 2 matchs d'une 3e étoile? C'est le plus gros potentiel offensif jamais vu. Mais je pense qu'on a vu quand même il y a quand même des équipes quand même assez incroyables, hein. Quand on regarde un peu l'équipe en 2006, c'était quand même assez dingue. Même si finalement, il a fait que 2 ou 3 grands matchs en phase finale, seulement en sortant des poules. En 2022, c'était un contexte un peu différent. C'est vrai que celle-ci, elle marque les esprits par le fait d'à la fois de trouver son équilibre avec seulement 2 milieux défensifs, et puis d'être assez incroyable en attaque et de marquer but sur but, et que les buts et les passes D soient à ce point partagés parmi les 4 postes d'attaquants, et donc les 5 attaquants. En fait, c'est ça qui est un peu fascinant. C'est cette double vie. Clean sheet sur les 3 matchs à élimination directe, et puis toujours des buts des attaquants. Et c'est quand même un combo assez rare. Et surtout, ce qui marque, moi, dans le parcours, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'a pas connu de match vraiment où on est douté de son destin. Si vous prenez 98, il y a le but en or contre le Paraguay, l'Italie en quart de finale, 2018, il faut revenir quand même contre l'Argentine, il y a un match pénible contre l'Uruguay. Là, cette équipe-là, je sens qu'elle rend tout à peu près facile et qu'elle rend les adversaires à leur impuissance. Alors, je sais pas si elle rencontre des adversaires plus faibles que les autres ou si c'est elle, justement, qui rend les adversaires plus faibles et qui fait en sorte qu'ils n'expriment rien. Parce que le Maroc, aujourd'hui, c'était quand même décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Le Paraguay, je pense qu'on en a assez dit. Et la Suède, il n'y avait pas eu de match. Donc c'est ça, moi, qui me marque, c'est que c'est une équipe qui arrive en demi-finale sans jamais avoir eu à s'inquiéter pour son sort. Parce qu'elle a affronté des équipes plus faibles, quand même. L'Argentine de 2018, l'Angleterre de Kane en quart en 2022, l'Uruguay en quart en 2018, c'était des adversaires qui étaient quand même d'un autre calibre. Parce qu'on a aussi un niveau de compétition, même si on dit que les attaquants sont géniaux, on a pour moi un niveau de compétition plus faible que les années précédentes. C'est-à-dire qu'on a très peu d'équipes qui ressortent du lot en se disant cette équipe-là est très très forte depuis le début de la compétition. À part la France, un petit peu l'Angleterre, et encore l'Angleterre a galéré sur certains de ses matchs. L'Espagne, mais c'est pareil, l'Espagne n'a pas non plus été flamboyante. Il y a vraiment cette équipe de France qui ressort. Alors soit cette équipe de France, elle est vraiment trop forte et on se dit, en fait, c'est l'équipe de France qui est trop forte, c'est le reste qui est au niveau habituel. Soit le reste est plus faible et cette équipe de France ressort du lot aussi parce que le reste est un peu plus faible. C'est quand même un tout petit peu injuste, Loïc, parce qu'on oublie quand même que le premier tour, c'était sûrement un des plus difficiles parmi toutes les équipes en lice. C'est-à-dire le groupe avec la Norvège, avec le Sénégal et l'Irak. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de groupes qui étaient aussi denses que celui-là. Pas si tu affrontes la Norvège B. Oui, tu as fait le boulot contre le Sénégal, mais Bien sûr, mais tu affrontes la Norvège B. Mais de rien, ça fausse un peu le truc. oui, mais tu affrontes la Norvège B parce que tout le monde a fait le boulot avant. Mais contre le Sénégal, tu es à la hauteur d'un premier match de Coupe du Monde qui est toujours difficile. De toute façon, c'est aussi le format à 48 qui fait que tu retrouves un peu d'exotisme. D'abord, tu as un tour de plus de 16e qui n'existait pas. Et il y a effectivement des niveaux très, très hétérogènes. Mais là, après, c'est déjà arrivé en Coupe du Monde. Très franchement, en 98, l'Italie en quart, c'était difficile. Mais bon, le Paraguay en 8e, c'était pas énorme. Et la Croatie n'était pas encore une grande puissance européenne en demi. Alors ce soir, en l'occurrence, on s'attendait à voir une équipe marocaine beaucoup plus entreprenante. Et ça a été une grosse déception. Les Marocains n'ont pas fait grand-chose du ballon, sauf peut-être en fin de match. Ils étaient très regroupés derrière. Comment vous l'expliquez, vous, vu du stade? Trop de retenue, peur de se faire prendre en compte? Je crois que la meilleure réponse, c'est Boisy qui l'a donnée en zone mixte après la rencontre, en expliquant que le plan de jeu, c'était pas du tout ça du Maroc. C'était justement d'aller chercher l'équipe de France haut, de jouer, d'essayer de priver le ballon à cette équipe de France. Et je crois que simplement, ils n'ont pas réussi à le faire, en fait. Les Français étaient trop forts pour cette équipe du Maroc-là. Ils ont essayé de le faire sur les 10 premières minutes. Ils se sont pris 2 grosses occasions. Derrière, ils se sont dit que c'était impossible parce que s'ils ouvrent le jeu comme ça tout le match, ils auraient pris 3-4-0 assez facilement. Donc je pense que vraiment que là, pour le coup, les Marocains ont essayé de faire ce qu'ils ont fait contre le Brésil en phase de poule et contre les Pays-Bas en phase éliminatoire. Ils n'ont juste pas réussi à le faire parce que les Français étaient trop forts. On a tous été déçus par le Maroc, ils n'ont jamais réussi à sortir, ils ont été condamnés à subir, et il y avait une telle emprise des Bleus
qui se sont découragés et qu'ils en étaient réduits à penser que leur seule issue pouvait être de faire durer le 0-0 grâce à Bounou et pour ressortir le penalty d'Mbappé. Donc c'est ça qu'il faut régler. Je pense que on aura vraiment la réponse en demi-finale que s'il y a un match contre l'Espagne. Là, on saura si c'est les adversaires qui étaient faibles avant ou si c'est les Bleus qui les rendaient beaucoup moins forts que ce qu'on pensait. Alors en deuxième mi-temps, on a beaucoup plus vu de combinaisons entre les offensifs français. Et 5 minutes après son but, Mbappé a délivré une passe décisive pour Ousmane Dembélé. 5e but de la compétition pour le Parisien. Vincent, qu'est-ce que tu retiens de son match ? Ousmane Dembélé, c'est compliqué. Comme il a un talent fou, comme ça, c'est un joueur d'exception. Mais il y a toujours un moment où il fait une différence. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Très franchement, pendant 1 heure, j'ai trouvé qu'il a beaucoup manqué de justesse, un pas de volonté. Il a pressé, il a couru, il a proposé. Mais vraiment, il a manqué de justesse. Même les 1 contre 1, il passait jamais. Donc vraiment, son but change tout, change sa soirée. Et puis, rend aussi la soirée de l'équipe de France plus tranquille. Mais il n'y a pas de hasard, hein. C'est une équipe qui est tirée vers le haut par ses meilleurs joueurs, match après match. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si on se souvient de la Coupe du Monde 98, hors le doublé de Zidane, tous les buts avaient été marqués par les défenseurs dans les matchs à élimination directe. En 2018, on avait retrouvé un peu ça avec Umtiti, avec Varane. Et là, non. Là, c'est les attaquants qui s'occupent de tout. C'est eux qui ont leur responsabilité, c'est eux qui l'assument. Et puis voilà, c'est eux qui font la différence. Et ça, par rapport à la pression que représente la Coupe du Monde, par rapport à la pression de l'attente, par rapport à la difficulté d'être à la hauteur de cette attente, je trouve quand même que c'est très fort. La seule petite déception de la soirée, c'est peut-être Michael Olise. On l'a beaucoup moins vu que face à la Suède. Oui, on le voit moins, mais alors c'est toujours pareil. Nous, on a une vision aussi de dire qu'il a fait un moins bon match que les autres, ce qui est une vérité, parce qu'il ne marque pas, il n'a pas de passe D, il n'a pas de stats. Mais je me demande si dans le jeu, aussi par ses déplacements, par les défenseurs qui se concentrent peut-être un peu plus des fois sur lui quand il a le ballon, je me demande si finalement on n'a pas aussi une vision de son match qui est tronquée, parce que je pense que quand il y a quand il y a un joueur comme Mbappé qui fait un gros match, ou quand Olise fait un gros match au contraire, les autres forcément font un moins bon match parce qu'ils sont amenés à faire autre chose. Et c'est là où pour moi la force de cette équipe-là, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que les joueurs ne faisaient pas non plus tous. Dembélé l'a fait quand il a mis son triplé. Un coup, ça a été Olise, un coup, ça a été Mbappé. Et je pense parce que les autres, dans ce cas-là, font un travail qui est différent et laissent un petit peu celui qui est en feu prendre la lumière et prendre les initiatives. Et donc, le travail de l'ombre est pour moi plus important. Pour moi, il ne faut pas oublier le travail que les autres font. Doué, par exemple, a fait un match qui a été monstrueux parce que dans son registre, dans ce qu'on lui a demandé de faire, il a quasiment tout bien fait. Anthony, tu partages l'avis de Loïc sur Désiré Doué ? Il a commencé un peu difficilement, je trouvais. Il n'a pas toujours pris des initiatives dans le sens du jeu, mais à l'arrivée, quand il se passe des choses en première période, c'est lui, c'est sa récupération du ballon dans les pieds d'Hakimi qui est à l'origine de l'action du penalty. Il a encore aussi récupéré un ballon dans les pieds de Bouhaddi dans la foulée. Il a fait un rush dont il a le secret. Bon, il a fini en écrasant un peu sa frappe, mais oui, c'est un joueur qui a vraiment justifié sa titularisation à mes yeux et qui, même s'il a du déchet, même s'il perd du ballon, il tente toujours de mettre les Bleus dans le sens de l'accélération, et alors qu'on pouvait parfois trouver que c'était un peu trop lent en première période, au moins lui, il essaye. Alors ça peut s'accompagner d'une part de déchets, mais ça reste toujours rafraîchissant, et puis surtout quand vous avez autant de talent à côté, on peut se permettre en fait, parce que de toute façon les Bleus ils avaient le ballon, donc ils pouvaient très bien le perdre, il se passait pas grand chose quand les Marocains l'avaient, donc ça rend ces pertes de balles d'autant plus inoffensives. Mbappé a expliqué son rôle après le match où il dit en première mi-temps, son rôle c'était de prendre le ballon et d'aller provoquer Hakimi. Parce que même s'il passait pas tout le temps, ça obligeait Hakimi sur les actions d'après à défendre. Et donc Hakimi a moins monté et à être moins dangereux quand les Marocains envoyaient le ballon. Parce qu'au bout d'un moment, Hakimi il devait se dire je vais pas toujours monter parce que Doué a le ballon, il vient toujours me chercher sur mon côté. Et si je suis plus là, ça va être compliqué pour mon équipe. Donc en fait, il avait vraiment un rôle précis expliqué par Mbappé après le match, qui pour moi me donne une lecture différente du match de Désiré Doué à la fin, parce qu'il n'était pas libre non plus de faire ce qu'il veut. Il avait un plan précis par rapport à Hakimi, et c'est là où je me dis que son match est finalement très réussi. Alors, on peut aussi saluer la belle performance de Manu Koné au milieu, titularisé à la place d'Aurélien Tchouaméni. Vous lui avez mis la note de 7, comme Kylian Mbappé. Vincent, on a pu ici avoir des mini-doutes, mais là, il a été impeccable à la récupération. En fait, les doutes, c'est pas vraiment sur son potentiel, ni sur ses capacités à faire des choses bien. Les doutes, c'est sur les conséquences
de ce qu'il fait parfois moins bien dans un match, d'un ou deux ballons perdus au mauvais moment, d'un duel perdu. Mais là, ce soir, il a perdu un duel, mais il valait mieux qu'il évite de prendre le deuxième carton jaune. Donc, il a bien fait. Il a perdu un ballon au tout début de match, mais après, je l'ai trouvé assez formidable. Il fait vraiment un lien assez incroyable entre la défense et l'attaque, ce qui se projette vraiment très bien. À la limite, aujourd'hui, effectivement, c'était plutôt Adrien Rabiot qui compensait et Koné qui était libre dans une inversion des positions habituelles quand Tchouaméni est là. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la manière de Koné de soutenir les attaques et de faire le lien par la projection plus que par la passe d'une manière générale. Mais c'était un peu ce que demandait le scénario du match. On sait qu'il remplace Tchouaméni, mais il a pas du tout le même profil que lui et pas les mêmes qualités fortes. Donc forcément, Tchouaméni est le garant de l'équilibre, alors que Koné, sa caractéristique, elle est plus offensive et dans sa capacité à briser des lignes. Donc ça force forcément Adrien Rabiot à avoir un autre rôle. Il le fait très bien aussi. Et l'important, c'est en tout cas qu'il y en ait un des deux milieux qui soit occupé à faire ça. Et donc maintenant, je trouve que la performance de Koné, c'est d'avoir réussi à rendre indolore l'absence de Tchouaméni, qui est quand même un titulaire indiscutable. Et Tchouaméni qui doit revenir pour les demi-finales si tout va bien, mais son intérim de 2 matchs a été vraiment très concluant, et notamment dans les réponses qu'il a apportées aux questions qu'on pouvait se poser sur l'équilibre. Tu parles de l'équilibre, Anthony. Moi, je veux juste rebondir là-dessus parce que c'est un point essentiel pour moi sur ce match-là. Je pense que les Bleus ont fait leur meilleur match sans le ballon. Des tribunes, dès le début du match, avec Yves Leroy qui était à côté de moi, on était vraiment impressionnés sur les déplacements de cette équipe-là sans le ballon, sur le pressing et sur la coordination de tous les joueurs pour aller presser les Marocains très haut et les empêcher complètement de jouer. Pour une équipe de sélection qui a un mois de préparation, un mois de vie commune là, sur les dernières semaines, je trouve ça très fort aujourd'hui ce que cette équipe-là arrive à faire collectivement. Et aujourd'hui, pour moi, il y avait un équilibre qui était presque parfait parce que tout le monde, même Mbappé en premier presseur, était très très bon. Et cette équipe-là sans le ballon a été pour moi encore plus impressionnante qu'avec le ballon ce soir. Mais ce match montre que l'équilibre peut être assuré même avec 2 milieux seulement. Manu Koné a été remplacé à la 70e par Warren Zaïre-Emery. Enfin, j'ai envie de dire, le milieu du PSG a disputé ses premières minutes. Vincent, est-ce que, comme l'a souligné Didier Deschamps après le match, tu as trouvé qu'il avait réalisé une très bonne entrée ? Et j'ai trouvé que les entrants étaient vraiment intéressants. Alors, effectivement, lui, on le regarde un peu plus parce qu'il n'avait pas joué une minute et que ça avait été un sujet de conversation, relayé d'ailleurs très normalement dans nos colonnes. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait une saison assez formidable, qui a porté à bout de bras le PSG et qui était en train de manquer les plus beaux rebondements de la saison. D'une part, la finale de la Ligue des Champions, dont il n'a pas été titulaire, même s'il est rentré, et d'autre part, la Coupe du Monde, où il n'avait encore pas joué. Donc là, finalement, il n'a rien raté, mais ce que ça montre surtout, c'est vrai que c'est le bouillonnement du groupe, c'est la dynamique. Et en fait, pour dire la vérité, on n'a presque pas été choqués de voir Zahir Emery rentrer aussi bien, avoir autant de jus, parce que c'est exactement ce qu'on voit à l'entraînement le lendemain des matchs. Depuis le début de la Coupe du Monde, les seuls entraînements ouverts sont ceux du lendemain de match, pour ceux qu'on appelait jadis les coiffeurs. On va éviter de le répéter. Et franchement, Zahir Emery était parfait dans ses entraînements. Il avait du jus, il avait de l'impact, il tente des choses. Donc en fait, on l'a retrouvé comme ça, et ça, c'est vraiment très très bon signe sur ce qui se passe dans le groupe, à la fois socialement et sportivement. Et bonnes entrées également de Barcola et Mateta. Bon, Barcola, on en a l'habitude, mais Mateta a vraiment poussé jusqu'au bout pour aller inscrire un but. Ouais, il aurait pu marquer, même. Parce qu'il rate quand même une occasion en fin de match. Je sais pas s'il aura beaucoup d'occasions de marquer des buts en Coupe du Monde, Mateta, donc il aurait peut-être pas fallu rater celle-là, et Barcola, fidèle à ses entrées, en fait. Moi, j'ai l'impression vraiment que sur le côté gauche, Didier Deschamps, il a peu de chances de tromper parce que, quoi qu'il arrive, qu'ils choisissent Barcola ou Doué, ils ont tous les deux les qualités pour lui donner raison. Donc, c'est un choix qui est plutôt facile à faire, et ils sont autant à l'aise pour débuter que pour sortir du banc. Je trouve que c'est aussi le meilleur match des entrants parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu, à part sur le côté gauche, hein, quand Barcola remplaçait Doué ou Doué Barcola, où là, ça marchait bien. On avait eu des entrants qui n'étaient pas assez dynamiques et pas assez positifs sur le jeu de l'équipe de France. Après, sur Zahir Emery, moi, c'est un joueur que j'adore. Mais on en a parlé un petit peu avec Anthony après le match. C'est un joueur que je trouve qu'on place trop aujourd'hui par rapport à sa place en équipe de France. Et je remets en perspective ce qu'Mbappé dit sur le collectif de l'équipe de France en disant attention, cette équipe-là n'a rien fait. Et je trouve qu'on place toujours Zahir Emery beaucoup plus haut par rapport à ce qu'il a fait en sélection. Il faut se rappeler qu'il y a quelques mois, il était encore au fond du trou, qu'il n'arrivait plus, qu'il n'était pas très bon avec le PSG. Alors oui, il a fait une énorme saison.
mais il l'a pas encore fait en équipe de France pour l'instant. C'est peut-être l'une de ses meilleures entrées en équipe de France, même si au tout début il était titulaire. Il a fait un très bon match contre Gibraltar, par exemple, pour sa première sélection. Mais je trouve qu'on en fait des fois un peu trop avec Zaïre Emery et qu'on veut lui donner une place qui n'est pas la sienne aujourd'hui en équipe de France, parce qu'aujourd'hui, il y a plus fort que lui, tout simplement. Je pense que Rabiot, Koné et Tchouaméni ont plus prouvé en équipe de France sur les derniers mois et sur les dernières semaines ici aux États-Unis que Warren Zaïre Emery aurait potentiellement pu le prouver. On n'a que du potentiel pour l'instant Zaïre Emery quand on a plus de certitude sur les 3 autres. Le problème de Loïc, c'est qu'il a pas de cœur et il n'arrive pas à comprendre qu'il y a une dimension affective dans le suivi du tournoi de Warren Zaïre-Emery pour les raisons qu'a évoqué Vincent. C'est que c'est quelqu'un qui a marqué la saison du PSG. Le PSG a marqué les gens. Donc c'est plutôt naturel de voir que son cas intéresse plus que d'autres parce que c'est quand même un destin particulier et qu'il se retrouve à devoir encore jouer les remplaçants, même si, comme le dit Loïc, il a tout à fait raison, il y a absolument zéro scandale à ce qu'il ne joue pas ou très peu, parce que évidemment quand on voit ce qu'on sont capables de faire Tchouaméni, Rabiot et Koné, c'est perdu d'avance en fait. Ils ont un statut plus profond que lui, pour s'installer et leur performance ne donne pas du tout envie de le remettre en question. Donc il n'y a pas de scandale, mais ça reste quand même un sujet de discussion légitime parce que c'est un des personnages principaux de la saison en fait. Bon, on approche de la fin. Cette victoire contre le Maroc, c'était la 20e de Didier Deschamps en 25 matchs de Coupe du Monde. Vincent, on peut aussi saluer l'immense travail du sélectionneur de l'équipe de France. Effectivement, ces 3 demi-finales de suite, ça dessine une œuvre quand même. Franchement, d'abord au niveau international, on rejoint l'Allemagne, et c'est quand même pas rien, et le Brésil, qui étaient les seules nations à s'être hissées 3 fois de suite dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Et puis là, quand même, c'est une œuvre un peu personnelle qui est de nature un peu différente, effectivement. Et la question lui a été posée tout à l'heure en conférence de presse par Yves Leroy, d'ailleurs, sur ce qu'il aurait fait de différent entre 2018, 2022 et 2026. Et en gros, il a répondu voilà, que d'abord, il s'adaptait, qu'il y avait un cadre de vie et un cadre de jeu dont il s'écartait pas trop, mais qu'il était obligé de s'adapter aux nouvelles générations. Et c'est ça qui est très fort. Ce qui est très fort, finalement, c'est d'obtenir le même résultat avec les mêmes principes, tout en faisant autrement. Et en fait, on a toujours su que la grande force de Didier Deschamps, là où vraiment il touchait l'essence de son métier, c'était sa capacité à créer une force quand arrivait une phase finale. Voilà, lui, il fait son métier quand il passe 40 jours ou 45 jours avec ses joueurs et pas quand il passe une semaine. Quand il passe une semaine, il a peu d'impact. Mais quand il passe 45 jours, il arrive à avoir un impact assez formidable. Et ça sera ça, sa trace de sélectionneur, en même temps que le palmarès. C'est beau ce que tu dis, Vincent. Bon, dernière question, Loïc. Les Bleus vont pouvoir fêter cette qualification en famille ? Oui, journée de repos demain pour cette équipe de France. Bien mérité pour le coup. Il y aura un déplacement à partir de dimanche après-midi à Dallas, donc pour le lieu de cette demi-finale. Et oui, là, ils vont pouvoir un peu fêter ça en famille tranquillement, un peu décompresser. Vincent parlait de management et d'adaptation de Deschamps. La liberté qu'il offre à ses joueurs cette compétition-là, de pouvoir sortir un petit peu, de pouvoir aller voir leur famille, de passer une matinée ou une soirée dehors, d'aller manger dehors par moment, juste de se balader le matin dans le parc en face de leur hôtel. Ça aussi, c'est nouveau. Il a toujours accordé un peu de liberté, mais pas autant que ça. Et donc là, encore une fois, c'est son mérite puisque les joueurs lui rendent bien aujourd'hui. Après, les joueurs ont fait aussi en sorte de mériter ses récompenses à chaque fois, et c'est aussi ça Tout à fait. la nouveauté. Finalement, quand on regarde les tournois précédents, il y avait toujours eu un moment, même en phase de poule, où il y avait eu un match moins abouti, où il doit un peu resserrer la vis. Là, finalement, ils ont toujours fait en sorte de pouvoir dire au coach qu'il méritait bien de sortir et que c'était pas pour rien qu'on avait pris un hôtel en ville. Donc, finalement, c'est un cercle vertueux qui s'est installé. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Rendez-vous à Dallas le 14 juillet face à l'Espagne ou la Belgique, donc, qui s'affrontent ce vendredi à 21h en France. Match à ne pas manquer, évidemment. Merci beaucoup, Loïc, Vincent et Anthony. À très vite. À bientôt. Merci, salut. Merci à tous. Je vous laisse jusqu'à mardi en compagnie de Maxime Montiou. Je reviens pour la demi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Passez une très bonne journée, un bon week-end. À très vite.